Bonjour à tous, aujourd'hui je vais m'exprimer non pas en tant que porte-parole du collectif Les Mots du Silence, mais en tant que Anna Vicente, victime d'un pédocriminel pendant des années, pour parler entre autres des conséquences sur ma vie de tous les jours. Et aujourd'hui, comme vous pouvez vous en douter, je vais commenter l'interview d'Emmanuelle Seigné. Ce n'est que mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais je pense qu'elle aurait mieux fait de se taire par respect pour les victimes. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais regarder avec vous l'interview d'Emmanuelle Seigné et je vais la commenter. Emmanuelle Seigné arrive angoissée mais déterminée à l'idée de parler de l'arrestation de son mari, Roman Polanski, de son incarcération, des accusations de viol et d'agression sexuelle à l'heure de MeToo, de leur vie depuis. Son livre est un plaidoyer intime et documenté et c'est ce soir une prise de parole inédite. Il y a ça aussi en fait qui m'a choquée, c'est qu'elle se soit permise d'écrire un livre là-dessus. Et son livre, je ne l'achèterai pas et je ne le lirai pas, donc on pourra me reprocher de commenter quelque chose que je n'ai pas lu, mais en fait je ne donnerai pas d'argent pour ce genre de torchon, si je puis me permettre. Et qu'elle arrive angoissée, ben ouais, je peux comprendre, parce que quand on sort des trucs comme ça à la télé, moi aussi je serai angoissée, mais en fait moi j'y serais pas allée tout court. Par respect pour les victimes, de nouveau. Je pensais le faire quand je serai super vieille, c'est-à-dire bientôt, et quand Roman ne serait plus là. Et d'ailleurs, jusqu'au dernier moment, j'en ai parlé à personne, ni à Roman, ni à personne, parce que j'étais pas du tout sûre que j'allais réussir. En fait, à ce moment-là, dans l'interview, moi je me dis qu'en fait, elle a écrit un roman simplement parce qu'elle veut donner son avis à propos de ce qui s'est passé. À aucun moment, au tout début, pour moi, elle soutient son mari. Et en fait, c'est ça qui va être terrible en tant que victime, c'est que dans l'interview, ça va aller de pire en pire. Quand je vais écouter ses propos, quand je vais écouter ce qu'elle ressent, quand je vais écouter ses explications, ça va être très compliqué. Remontons le fil. Le 26 septembre 2009, à 22h, votre mari, Roman Polanski, parti en Suisse pour recevoir un prix récompensant l'ensemble de son œuvre, vous appelle. Il me dit, ils m'ont arrêté, appelle mon avocat, Doug Dalton, à Los Angeles, et il raccroche. J'hallucine, enfin, je suis stupéfaite. À ce moment-là, en fait, ce que moi j'ai du mal à comprendre, c'est si elle est stupéfaite que son mari ait été arrêté, ou si elle est stupéfaite de ce qui se passe. Donc là-dessus, je peux pas trop vous donner mon avis parce que concrètement, elle l'explique pas clairement. Est-ce qu'elle est stupéfaite qu'ils aient arrêté son mari, ou elle est stupéfaite qu'il l'appelle et qu'il lui raccroche en disant appelle notre avocat. Je sais pas trop. Roman Polanski est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, Oui. lancé par un procureur américain, Voilà. et on va comprendre pourquoi. Voilà. La Suisse a décidé de l'arrêter pour une affaire qui ne date pas d'hier. Qui date de 77, 32 ans avant l'arrestation. Donc, il s'agit d'une affaire de relations sexuelles illicites avec une mineure. Alors, sur ce point, je veux vraiment revenir là-dessus. Il s'agit d'une relation sexuelle illicite avec une mineure. Pas les propos qui ont été utilisés dans le jugement, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement, c'est enrober quelque chose qui s'est passé. On sait tous exactement de quoi elle parle. Et pour une victime, enfin pour moi, c'est insupportable d'entendre ça. C'est insupportable parce que ce que j'ai vécu, et clairement, malheureusement, je le projette sur son interview, mais en fait, on a passé beaucoup de temps à minimiser ce que j'ai vécu, et là, clairement, c'est ce qu'elle est en train de faire. En tout cas, elle le raconte à sa sauce. Samantha Gailey dira qu'il n'y a eu aucune violence le jour des fameuses séances photos dans une maison Oui, à Hollywood. Voilà. Mais qu'elle ne savait pas comment dire non. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'elle dit que la mineure, en fait, n'a simplement pas su dire non, et qu'elle avait 13 ans. C'est intéressant parce qu'en fait, actuellement, si vous couchez avec un mineur de moins de 15 ans, la question du consentement ne se pose plus. Donc quelque part, même si c'est pas une grande évolution, c'est quand même pas mal. Et on le voit par rapport à ce genre d'affaires. Il faut dire qu'elle avait 13 ans. C'est très jeune. Oui, c'est jeune, bien sûr. C'est jeune, mais c'était une époque très permissive. Très permissive. C'est jeune, mais c'était une époque très permissive. Est-ce que toutes les victimes qui sont derrière cette vidéo en train de la regarder pensent exactement la même chose que moi? Non, parce qu'en fait, c'est le moment de la vidéo où moi je me suis énervée. À l'époque, on avait le droit.
Non, à l'époque, t'avais déjà pas le droit, et t'as toujours pas le droit, donc c'était pas une époque permissive. Et c'était pas mieux avant. C'est que t'as jamais eu le droit de le faire, en fait. Et le rapport à l'âge aussi a beaucoup changé. On louait la Lolita, on la célébrait. Le rapport à l'âge a beaucoup changé. Non, la pédocriminalité est toujours restée la pédocriminalité. On louait la Lolita, donc en fait c'est de la faute de la gosse. Bon bah ça va si on la célébrait. Donc moi, ayant commencé à être mannequin à 14 ans, c'était pas une histoire qui me choquait. Je dis pas que je trouvais ça bien. On n'est pas obligé d'applaudir à cette époque, mais c'était comme ça. Heureusement que vous dites pas que vous trouvez ça bien, parce que clairement, je pense que là c'était le pompon. Je sais même pas en fait si à ce moment-là, Emmanuelle Seigner se rend compte de la gravité de ses propos. Je sais pas. Et actuellement, je ne sais même pas si elle s'en rend réellement compte. Je sais pas. Je suis un peu mitigée par rapport à tout ça. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui est dans le déni quelque part, quand on voit des propos comme ça. Mais on a aussi affaire à quelqu'un qui malheureusement est totalement consciente de la portée que vont avoir ces paroles à ce moment-là, dans cette interview-là. On n'est pas obligé d'applaudir cette époque. Non, clairement pas. Vu comment elle décrit cette époque-là, non, on va pas en plus l'applaudir. Mais il y a un moment donné où, moi, dans mon affaire, quand on a dit c'était l'époque, non, garder un secret sur la pédocriminalité, ça n'a jamais été quelque chose de bien. Roman Polanski est arrêté, mais Samantha et sa famille ne voulaient pas d'un procès public. Ils veulent protéger l'anonymat de la jeune fille. Donc, il demande à Roman de plaider coupable, ce qu'il fait. Je veux revenir là-dessus. Il demande à Roman de plaider coupable. Je ne peux pas dire qu'il était coupable parce que je n'étais pas là ou autre. Je ne peux pas l'affirmer dans cette vidéo. Mais le fait qu'elle dise que les parents de la victime et la victime demandent à son mari de plaider coupable, ça veut dire quoi? Il l'a fait par bonté de cœur? T'es coupable, hein. Il n'y a pas d'autres questions à se poser, hein. Et donc, le juge décide de donner à Roman une peine qui est de 90 jours et d'être soumis à des expertises psychiatriques. Alors, 90 jours. Je vais revenir là-dessus parce que vous êtes plein à avoir réagi sur les réseaux sociaux par rapport aux 90 jours. Finalement, ça n'a pas beaucoup évolué parce que moi, celui qui m'a agressé toute mon enfance et une grande partie de mon adolescence, le procès a eu lieu cette année, il a pris 3 ans, dont 1 an ferme. Donc 90 jours, moi ça me choque pas. Les peines ne sont jamais proportionnelles aux crimes commis, en tout cas en pédocriminalité. On a énormément de mal à donner des peines qui correspondent à ce que ça inclut dans la vie de la victime et par rapport aux faits dénoncés. Et tous ont déclaré que c'était pas du tout un délinquant sexuel et que c'était un accident. Alors je sais, je suis relou, j'arrête pas d'arrêter la vidéo toutes les 30 secondes, mais c'est hyper intéressant. Simplement parce que moi, celui qui m'a fait ça, il n'est pas considéré non plus comme un délinquant sexuel. Pourtant, moi, j'ai bien été reconnue en stress post-traumatique par rapport à des actes de pédocriminalité. Et elle dit, il a été reconnu en gros que c'était un accident. Alors c'est marrant parce que pour le mien aussi, sauf qu'au procès, il s'est avéré que l'accident, il s'était un peu beaucoup répété. Et donc, ils l'ont libéré au bout de 42 jours. Donc, ils le libèrent au bout de 42 jours. Pareil, hein, la justice, moi, ça me choque pas. Mais le juge, il avait la pression des médias, il avait la pression de l'opinion publique, parce que les juges aux États-Unis sont élus par le peuple. Donc, il a changé d'avis. Il dit, je vais l'envoyer encore en prison. Et puis là, ça devient un peu délirant, quoi. Il menace Polanski d'une sentence indéfinie pouvant aller jusqu'à Voilà. 50 ans de prison. Voilà. Ouais. Bah, quelque part, le juge, il a un peu raison. Ça, c'est une sentence proportionnelle par rapport aux faits. Parce que la gamine, elle va le payer toute sa vie. Polanski panique, il fuit les États-Unis. Ouais. Il est dans un piège et il part, quoi. Il part et il se rend en France, à Paris. Voilà. Finalement, le problème, c'est qu'il devient un fugitif à ce moment-là. Oui. C'est bien ça le problème. Le problème, c'est qu'il devient un fugitif. Personne l'a obligé à quitter les États-Unis, hein. Mais je comprends qu'il
qu'il ait fui parce que c'était tellement effrayant et tellement malhonnête que il a fui l'injustice en fait. C'était tellement effrayant et malhonnête. Malhonnête, c'est cette interview qui est malhonnête. Et le juge sera d'ailleurs dessaisi de l'affaire peu de temps après. Oui, absolument. Savez-vous pourquoi cette affaire ressurgit 32 ans après, donc en 2009 quand il est arrêté? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est un grand mystère. Vous racontez les visites en prison. Vous dites voir votre mari maigrir, dépérir et brusquement vous souvenir de son âge. Bah oui, bien sûr que j'étais inquiète pour lui. J'étais très inquiète pour lui parce qu'à 76 ans, de se retrouver dans une petite cellule, je me disais, est-ce qu'il va tenir? Je vois bien qu'il est mal, mais il veut pas trop me le montrer. Il s'inquiète surtout beaucoup pour nous, pour la famille, pour les enfants, pour est-ce que je gère tout le quotidien, tout ça. C'est ça qui le préoccupe. Il s'inquiète pas trop pour lui en fait. Alors ça, je peux comprendre parce que je pense que quelque part, les conditions d'incarcération sont pas forcément faciles. Donc ça, je peux comprendre. Et je peux comprendre qu'en tant qu'épouse, ce soit pas forcément facile d'aller voir son mari en prison. Ça, je peux le comprendre. Et se sont-ils coupables? Oui, je pense qu'il se sent coupable vis-à-vis de nous. Ouais. Pas coupable d'avoir à l'époque couché avec une adolescente de 13-14 ans. Je pense que, bien sûr qu'il se sent coupable de ça. Bah, j'espère bien qu'il se sent coupable. Et vraiment, en plus, ils ont vraiment des très très bonnes relations. Ils Depuis. envoient des emails. D'ailleurs, je publie un email qu'elle lui a envoyé. En fait, elle en peut plus de ce statut de victime. Je pense qu'elle a pas du tout envie de ça. Elle en peut plus de ce statut de victime. Alors, ce statut de victime, c'est lui qui l'a créé. Et en fait, personne ne veut du statut de victime. Il y a personne qui dit Wouh, venez me faire du mal, je vais devenir une victime. Wouh. je schématise et je ridiculise ça, mais parce qu'il y a un moment donné où personne ne veut être victime. Et encore moins d'un pédocriminel. Et c'est pour ça qu'elle demande sans cesse l'abandon des poursuites. Elle le dit, elle le répète, mais tout le monde s'en fiche. C'est quand même fou. Alors j'avoue que ça, il y en a beaucoup qui ont eu du mal à comprendre qu'elle demande l'abandon des poursuites. En fait, je pense que l'histoire a pris tellement d'ampleur qu'elle a eu peut-être du mal, elle, à le contrôler dans sa vie personnelle, et que c'est peut-être pour ça, parce que ça devenait trop lourd pour elle. Mais je pense qu'en aucun cas, elle a voulu abandonner. Après, je ne peux pas m'exprimer en son nom parce que je ne suis pas cette femme. Mais il y a beaucoup de victimes qui renoncent parce qu'en fait, c'est trop lourd à porter. C'est pas parce que l'autre n'est pas coupable. La menace d'extradition de la Suisse vers les États-Unis vous effraie, vous? Beaucoup, 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 parce qu'elle plane, quoi. Elle est là, ils peuvent l'extrader. C'est une possibilité. Vous dites l'épuisement face à la traque des paparazzis. Dès que vous sortez de chez vous? Ouais, ah ouais. Là, les paparazzis, ils étaient toujours devant chez moi jusqu'au jour où j'en ai tabassé une, à coups de casque, et j'ai été tranquille. Et elle dit ça tout tranquillement. Devant votre chalet à Stadt, où votre mari sera assigné à résidence pendant 8 mois. Oui. Là aussi. Oui, on est enfermés dans ce chalet et on a autour de nous, comme, je sais pas, au Festival de Cannes, toute une nuée de paparazzi du monde entier, de télé. C'est un peu surréaliste, quoi. C'est un peu kafkaïen parce qu'on prend nos repas et puis on sait qu'ils sont tous là autour. C'est un drôle de truc. Il y avait des journalistes qui se déguisaient en Père Noël, en vendeur de pizza, pour essayer de pénétrer dans le chalet, quoi. Vous oscillez entre le désarroi et la colère. Et rarement, mais parfois, vous l'écrivez, la rancune envers votre mari. Alors ça, je comprends, parce que quelque part, en fait, toute la situation, c'est de la faute de son mari. D'un choix qu'il a fait et d'un mauvais choix qu'il a fait. Il y a des moments où j'étais en rage, je me dis « Ah, mais pourquoi il n'a pas réglé cette histoire ?» et tout. Pourquoi simplement il a... Enfin, moi, je serais en rage contre lui en me disant « Mais pourquoi il a fait ça ?» Et en fait, je ne serais pas restée avec lui, mais ça, c'est que mon opinion personnelle. Mais être en rage pour se dire pourquoi il n'a pas réglé cette affaire avant, non. Plutôt être en rage pour se dire pourquoi il a fait ça. Puis après, tout de suite, je revenais à la raison et je me disais il l'a pas réglé parce qu'il n'a pas pu, quoi. Et tout ça va durer combien de temps? 10 mois. 10 mois. C'était peut-être la pire chose que j'ai vécue dans ma vie. Ouais. Alors ça a duré 10 mois, c'est la pire chose qu'elle ait vécue dans sa vie, je le comprends. Finalement, on n'a pas tous les mêmes notions, du pire, du mal, du bien. Moi, ça a duré 13 ans.
Et je le vis encore aujourd'hui parce qu'en fait j'en subis les conséquences encore aujourd'hui. Donc finalement, être enfermée dans un chalet et traquée par des paparazzis, ça me semble un peu dérisoire pendant 10 mois. Pour dire que je comprends qu'elle ait souffert, mais est-ce qu'à un seul moment dans ses propos, elle pense à la victime? J'ai pas l'impression. Le procureur de l'époque finit par déclarer sous serment que la totalité de la peine que Polanski avait à exécuter, il l'avait purgée à l'époque. Il a fait ce témoignage qui était sous scellé jusqu'à il y a un mois. Il dit que le juge a trahi sa parole, qu'il a menti et que Roman a bien fait de partir. Il dit ça. En fait, c'est ce témoignage qui pourrait éventuellement clore l'affaire. À cette affaire vont venir s'ajouter, à l'heure du mouvement MeToo, d'autres accusations de plusieurs femmes d'une 60aine d'années qui accusent Polanski d'agression sexuelle quand elles étaient mineures. Il y a plusieurs choses, en fait. C'est un espèce de paquet. Il y a un site israélien où cet homme israélien promet $20 000 à chaque femme qui accuserait Polanski et qui aurait des témoignages. Donc, vous voyez le genre d'accusation qu'il y a, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, le fait qu'il y ait un site internet ou autre, j'ai pas trouvé. Par contre, la phrase « vous voyez bien le genre d'accusation qu'il y a », moi, mon agresseur, il a aussi dit que j'en voulais à son argent et que justement, mon témoignage n'avait pas de valeur. Moi, quand on dit « vous voyez bien le genre d'accusation qu'il y a », j'interprète que quelque part, les victimes, il y en a beaucoup qui font ça pour l'argent, donc on peut laisser ça un peu de côté. Après, c'est que moi qui l'interprète comme ça, mais je trouve ça hyper gonflé de sa part de dire ça comme ça. Parce qu'en fait, elle dit pas les choses directement, mais elle vous les fait comprendre, mais surtout, elle ne s'engage pas sur ce terrain-là à vous dire les choses clairement. Quel jugement portez-vous sur ces accusations-là? Moi, quand j'ai connu mon mari, toutes les femmes voulaient coucher avec lui. Toutes les jeunes filles voulaient coucher avec lui, c'était un truc de dingue. Toutes les filles voulaient coucher avec lui, toutes les jeunes filles, elle rajoute ensuite, voulaient coucher avec lui. Finalement, c'est pas de sa faute, c'était un aimant. C'était un aimant, voilà, c'était un aimant. Le pauvre, un aimant. Il y est pour rien, lui. Tout le monde voulait coucher avec lui. C'était même... c'était fou, quoi. Il avait 52 ans, mais il avait l'air d'en avoir 30. Il était un grand metteur en scène, donc il attirait énormément. Et je pense qu'il avait besoin de violer personne, quoi. Donc, elles étaient toutes consentantes. Parce que c'est un grand metteur en scène. Pour chacune des accusations, les faits sont prescrits, donc votre mari ne sera jamais condamné. Ouais. La présomption d'innocence demeure. Il est juste sali, quoi. Il est juste sali. Cette phrase qui veut dire que les victimes n'auraient fait ça finalement que par plaisir de salir quelqu'un. La présomption d'innocence, c'est ce qui fait la différence entre la démocratie et la dictature. Et selon vous, l'opinion bafoue la présomption d'innocence? Est-ce que c'est l'opinion? Est-ce que c'est le monde d'aujourd'hui? Est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Je sais pas qui bafoue cette présomption, mais elle est totalement bafouée. Totalement bafouée. Donc oui, c'est très grave, quoi. Est-ce que c'est pas finalement les victimes qui en ont un peu marre de se taire et qui en ont marre de vivre toute leur vie avec ça, alors qu'elles doivent le payer? Parce que moi, je peux vous faire la liste de tout ce que je subis au quotidien, comme trouble. Et tout ce avec quoi moi, je dois vivre au quotidien. Donc non, c'est pas l'opinion publique ou autre, c'est juste les victimes qui en ont marre de se taire et qui font bien d'arrêter de se taire. En fait, ça, c'est fini les victimes qui se taisent. Et vraiment, mais prenez-en conscience. Le premier texte que j'avais écrit pour le collectif avait pour titre « Pour que ce ne soit plus les victimes qui perdent le sommeil ». Mais c'est ça, en fait, aujourd'hui. C'est ça qu'on veut. On veut de la justice. Et on veut une justice efficace. Encore actuellement, de toute façon, ce n'est pas une justice efficace. C'est pas une justice qui condamne à la hauteur des faits subis. Le 28 février 2020, la tension règne autour de la cérémonie des Césars. Les militantes féministes ne tolèrent plus les honneurs du cinéma français pour Polanski, nommé 12 fois pour son film J'accuse. Ça, vous ne le comprenez pas?
Alors, déjà, je voudrais parler de certaines de ces militantes, parce que les policiers utilisaient du gaz, et il y avait certaines femmes qui disaient ce n'est pas nous qu'il faut gazer, c'est Polanski. Je rappelle quand même que la mère de Roman est morte à Auschwitz, dans la chambre à gaz, et elle était enceinte en plus. Donc ce genre de militante féministe, je ne sais pas si on en a besoin, quoi. Alors ça, je peux comprendre, mais je pense pas qu'elle le disait dans ce sens-là. Après, de toute façon, dans une foule, quand vous organisez une manifestation ou un événement, il y a forcément des gens qui vont dire des choses que vous ne maîtriserez pas. Là, je peux comprendre, étant donné le passif, qu'en effet, il l'ait mal vécu. Au-delà d'elle, ces manifestations-là, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, bien sûr que je comprends pas. C'est un délire, quoi. Ouais, c'est une folie. Mais le monde, parfois, devient fou. Le délire, c'est plutôt cette interview. Alors la cérémonie s'ouvre dans une ambiance extrêmement Moi, j'ai tendue. pas regardé la cérémonie. Votre mari ne s'y rend pas. Non, personne du film s'y rend. Et apparemment, c'était atroce. Et quand on lui décerne le César de meilleur réalisateur, les caméras filment l'actrice Adèle Haenel qui sort de la salle, scandalisée. Bravo la pédophilie, bravo! Comment vivez-vous ce moment-là? Moi, ce dont je me rappelle d'Adèle Haenel, c'est que au moment de la Vénus à la fourrure, Bien avant donc, ouais, en 2014, 6 ans avant. c'était en plus une actrice que je respecte. Elle est venue me voir au déjeuner des Césars. On avait 8 nominations. Moi, j'ai été nommée pour la meilleure actrice. Elle s'est agenouillée. Elle m'a pris la main et elle m'a vraiment tellement félicitée pour mon rôle, pour un film De votre mari? de mon mari, extrêmement féministe en plus. Et voilà, quoi. Donc, oui, j'ai trouvé ça fou, quoi. Donc vous ne comprenez pas sa réaction 6 ans après, quoi. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Alors là, je vois pas du tout le rapport de l'anecdote qu'elle raconte avec ce qu'elle a fait. Parce que Adèle, le fait qu'elle se soit révoltée contre la pédocriminalité, bah, quelque part, c'est la seule qui a réagi normalement, et c'est la première qui a réagi normalement lors de cette cérémonie. Et je vois pas du tout ce que son anecdote fait là. Alors, est-ce qu'elle attendait de la loyauté de la part de cette femme parce que, quelque part, elle l'avait admirée pour son rôle en 2014 ? Ben non, parce que vous pouvez admirer quelqu'un et quand vous savez ce qu'il a fait, ben en fait vous voulez plus avoir de rapport avec lui et justement ça vous met dans une rage folle parce que vous admiriez la personne alors qu'en fait cette personne ben, c'était juste un enfoiré, une ordure quoi. Autrefois ovationné, Roman Polanski est devenu un paria pour satisfaire l'air du temps, dites-vous. Oui, c'est vrai, parce que l'air du temps en ce moment, c'est voilà, tout le monde est accusé. Grosse coupure là-dessus. Tout le monde est accusé. Non. Les histoires de pédocriminalité sont mises en lumière. C'est pas la même chose. Tout le monde. Après, je pense que MeToo, il y a des très bonnes choses dans MeToo. C'est-à-dire que c'est très bien que la parole se libère. Franchement, si on a vécu des viols ou surtout des incestes ou des choses terribles, c'est très très important que les femmes puissent parler et qu'elles soient entendues. Et je suis à fond pour ça. Alors j'adore cette manière de d'abord dire le positif et ensuite d'aller tout doucement vers le négatif et en fait d'essayer de détruire un peu un mouvement. Alors pas le détruire, c'est pas le bon terme, mais plutôt le rendre un peu ridicule. De dire oui c'est bien, mais il y a des abus et du coup il y a des pauvres gens qui sont pas coupables qui sont accusés. Mais ça en fait c'est depuis la nuit des temps, il n'y a pas du tout eu besoin de MeToo pour ça. Et justement MeToo, ça a permis aux victimes d'arrêter d'avoir honte et heureusement qu'il y a eu MeToo, franchement, heureusement qu'il y a eu MeToo. C'est comme si on disait que mai 68 avait servi à rien. Pour moi c'est exactement le même genre de comparaison. Mai 68 il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. MeToo il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Mais je trouve quand même qu'il y a eu beaucoup plus de bons que de mauvais. Beaucoup plus de bons. Néanmoins, nous assistons à beaucoup de dérives, à beaucoup d'abus, de mensonges qui décrédibilisent ces victimes et qui ne leur rendent pas service. Donc c'est ça que je trouve très dommage, en fait. Alors, c'est à cause du mouvement MeToo que les victimes sont décrédibilisées. Alors non, pas du tout. Il y a toujours eu des mensonges sur les histoires de pédocriminalité et d'agression sexuelle, de viol, etc. Il y en a absolument toujours eu. Il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans ou qu'il y en avait il y a 20 ans. Pas plus.
Par contre, la différence, c'est que les victimes parlent. Ça veut dire qu'on entend beaucoup plus d'histoires, mais il n'y a pas plus de faux à cause de ça. C'est pas du tout vrai. Et d'ailleurs, dans une de mes vidéos, j'en parle, parce que justement, j'explique par rapport aux statistiques que c'est pas du tout vrai. Que c'est pas parce qu'on entend plus d'histoires de pédocriminalité qu'il y a plus de faux. Les proportions sont restées exactement les mêmes. Au sujet de votre mari, vous dites « La prison d'aujourd'hui est pire que celle d'hier ». C'est affreux parce qu'il peut pas monter un film. On conseille aux acteurs de pas jouer dans ces films. Même si la Gaumont a fait, quand même le film J'accuse, malgré tout ça, il a fait 1,5 million de spectateurs. Et la Gaumont a gagné beaucoup d'argent. Comme je le disais tout à l'heure, tu subis les conséquences de tes actes dans la vie. Donc moi, ça me choque pas et je vais pas le plaindre. Surtout en tant que victime, je ne le plaindrai pas, cet homme. Il s'est détruit tout seul. Il n'y a personne qui l'a détruit. Il s'est détruit tout seul. Mais ils veulent pas distribuer son prochain film parce qu'ils ont peur. Et c'est ça, c'est la peur. C'est fou. Quelque part, heureusement qu'ils ont peur. Parce que ça veut dire qu'on pourrait faire ça sans aucune conséquence. Parce que concrètement, c'est déjà le cas actuellement. Il aurait pu avoir une peine, mais bien plus grande que ce qu'il a eu. Et actuellement, je le répète, comme j'arrête pas de le dire depuis le début de la vidéo, les peines sont complètement disproportionnées par rapport aux faits. Moi-même, je suis blacklistée en France. Là, je viens de faire un film à New York avec William Dafoe. Eux, ils n'ont pas ce genre de problème, c'est-à-dire qu'ils arrivent à séparer, à m'engager pour les qualités que j'ai et pas parce que je suis la femme de Roman. Mais en France, c'est assez impressionnant, quoi. Donc finalement, le problème, il est en France. C'est normal d'être blacklisté, surtout quand on soutient son mari qui a fait des actes pareils. Et surtout, là, je pense malheureusement pour elle qu'elle va être encore plus blacklistée après cette interview. Enfin, ça me paraît logique. Déjà, toutes les victimes, je discute avec énormément de victimes, la manière dont on a interprété cette interview, mais c'est un scandale. On m'empêche aussi, ce qui est encore plus dingue, quoi. Et c'est totalement injuste. Totalement injuste. Alors pour moi, ce qui est injuste, c'est qu'elle puisse s'exprimer à la télévision alors que la plupart des victimes ne pourront jamais s'exprimer. Et pourquoi elles ne pourront jamais s'exprimer? Parce qu'en fait, elles vont se suicider avant de pouvoir s'exprimer. Tellement elles en souffrent. Roman Polanski a 89 ans. Oui. Et vous dites, il est, selon qui vous êtes, un mythe, un monstre, un survivant, un génie, un salaud. Oui, selon qui vous êtes. En fait, moi, l'homme que j'entends décrire... Alors peut-être que toutes ces gens qui parlent de lui, ces médias, ces femmes, elles le connaissent mieux que moi. Mais moi, en tout cas, l'homme avec qui je vis, c'est pas du tout la personne dont j'entends parler, quoi. Pas du tout. Alors moi, je trouve ça très intéressant ce qu'elle dit. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout, ou pas énormément en tout cas, de notions de psychiatrie ou de psychologie pour m'exprimer sur le sujet. Mais je pense que son cas à elle doit être très intéressant. Et je dis ça sans aucune agressivité, je le précise, mais je pense que ce cas-là doit être très intéressant, simplement parce que ma famille a réagi comme elle, elle a soutenu donc mon agresseur, et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est des profils que moi je ne comprends pas. Donc j'ai 2-3 notions qui me permettent en fait de dire pourquoi ils l'ont soutenu, et il n'y a pas de raison sentimentale ou autre, c'est des raisons vraiment par rapport aux personnalités. Je trouve que ce serait intéressant de l'étudier, elle. Comment lui vit-il tout ça aujourd'hui? Mal. Il le vit, il est meurtri. Enfin, il aime pas que je dise ça, mais il le vit très mal. Pardon. Il le vit mal. Pardon. Il le vit mal. Et les victimes, elles le vivent comment? Heureusement qu'il le vit mal. Vous demandez à tout le monde de le laisser en paix. Oui, qu'on le laisse tranquille, quoi. Qu'il s'occupe des prédateurs, des vrais prédateurs, des gens qui sont un danger pour la société, parce qu'il y en a. Et ouais, qu'on lui foute la paix, ouais. Hyper intéressant, qu'il s'occupe des vrais prédateurs. Donc pour elle, il y a des vrais et des faux prédateurs. Dans la pédocriminalité, un pédocriminel est un prédateur, et il reste un prédateur. Il n'y a pas de vrai ou de faux. On est prédateur ou on ne l'est pas. Là, clairement,
visiblement c'est un prédateur, en tout cas dans ce qu'elle raconte. Vous auriez pu quitter Roman Polanski, partir à un moment donné? Non. Non, parce que pourquoi je le quitterais? Pourquoi? J'ai aucune raison de le quitter. Il est un très bon mari, il est un très bon père, il a toujours été adorable avec moi, avec ma famille. Pourquoi je le quitterais? Et ça, quelque part, ça me fait halluciner et j'aimerais comprendre pourquoi à aucun moment elle a pensé le quitter. Parce que moi, mon mari, j'apprends ça sur lui, mais je me barre. Je sais pas si c'est parce que je suis victime, mais clairement, je me barre. J'apprends que mon mari a fait ça à des enfants, mais il n'y a même pas en fait il n'y a même pas ce temps de réflexion de qu'est-ce que je fais. Je me barre et il se retrouve tout seul. Et en fait, il subira les conséquences de ce qu'il a fait, point barre. Il n'y a pas de... Enfin, il y a pas de... Enfin, il n'y a rien à trancher, il n'y a pas à en reparler ou autre. Enfin, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible de rester avec quelqu'un qui a fait ça. Là, c'est clairement un crime gratuit quand on fait ça. Et d'ailleurs, le viol est associé à la torture. C'est hyper intéressant de le savoir pour déterminer en fait les profils psychiatriques et psychologiques des pédocriminels. J'ai pas de raison, à part la lâcheté. Mais j'ai beaucoup de défauts, mais je suis pas lâche. Bon, si elle a aucune raison de le quitter, c'est que finalement, ce qu'il a fait, ça la choque pas. Comme je dis, je pense qu'on a tous des notions différentes du bien et du mal. Après, je pense que ces notions à elle, moi j'ai du mal à les comprendre parce que, voilà, en tant que victime, j'ai du mal surtout à les entendre. Pour moi, c'est pas du tout lâche de quitter un conjoint qui a commis un crime. C'est simplement qu'on n'est pas du tout d'accord avec lui et que quelque part, moi, il y a des valeurs que je partage avec mon mari. Et si demain il vient à tuer quelqu'un gratuitement, en fait on n'a plus du tout les mêmes valeurs, c'est pas de la lâcheté, c'est simplement qu'on n'a plus les mêmes valeurs, donc je le quitte, point barre. Par contre, j'ai un peu de mal à comprendre qu'on lui ait donné la parole. J'ai un peu de mal en tout cas en tant que victime parce que nous on a tellement de mal à se faire écouter que j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi on lui a donné la parole. Il n'y a pas de haine dans mes propos, il n'y a pas de... Voilà, vous le savez très bien, il n'y a pas de colère non plus. Quoique, si, il y en a eu quand j'ai vu cette interview parce que clairement, je me suis demandé comment c'était possible qu'en 2022, on laisse quelqu'un tenir des propos pareils à la télévision. Parce que quelque part, ça peut faire revenir en arrière des victimes qui avaient envie de parler. Et pour moi, en fait, cette interview est complètement contre-productive par rapport à toutes les valeurs que je défends. Dites-moi ce que vous en pensez, on en a parlé sur le groupe, on en a parlé sur la page, on en a parlé entre victimes, on en a parlé aussi sur les réseaux sociaux, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous partagez ma manière de voir les choses, si je me trompe, parce que clairement je peux me tromper, n'hésitez pas.